État d'urgence et promotion des droits de l'homme au Togo, c'est le sujet que nous allons aborder ce soir avec notre invité, un sujet qui va nous permettre de faire un peu le tour de la situation des droits de l'homme au Togo, surtout avec le contexte de la survenance de la pandémie du coronavirus qui a occasionné l'instauration d'un certain nombre de mesures. Nous faisons le point tout de suite avec Marcus Dakla. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel. Vous êtes le chargé de monitoring et du suivi des mécanismes au niveau du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT. Je voudrais commencer d'abord en évoquant la célébration de la Journée internationale contre la torture le 26 juin dernier. Ça a été l'occasion, par exemple, pour le CACIT d'organiser une rencontre avec des journalistes et d'autres acteurs pour faire un peu le point de la situation des droits de l'homme. Aujourd'hui, comment se présente la situation de la torture, spécifiquement des droits de l'homme, généralement au Togo? Ok, merci, monsieur Samuel Niaoui, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes et de nous permettre d'expliquer un certain nombre de choses concernant la situation des droits de l'homme aux citoyens. Sur la question de l'état de lieu des droits de l'homme en général et de la torture en lien avec la COVID-19 en cette crise d'urgence sanitaire. En cette crise d'urgence sanitaire, il est vrai que le 26 juin dernier, nous avions célébré la journée mondiale au soutien des victimes de torture. Donc, au cours de cette célébration, nous nous sommes réunis et on a fait un déjeuner avec les journalistes et nous avions peint la situation de la torture et des mauvais traitements dans notre pays, le Togo. Donc, ce que nous allons dire, c'est que le Togo a adhéré aux instruments internationaux des droits de l'homme, à savoir le CAT, qui est la Convention contre la torture. Donc, cette convention a un protocole facultatif qu'on appelle l'OPCAT, qui prévoit en son sein des mécanismes pour pouvoir juguler la pratique de la torture, d'où le MNP, qui est le mécanisme national de prévention, qui est enrhumé à la CNDH, avec l'élection des commissaires qui sont en train de gérer cette MNP. Maintenant, la torture en soi, nous savions qu'elle est précisée par l'article 1er de la Convention contre la torture, où cette convention a nommément cité les éléments qui entrent dans la définition de la torture. Donc, il y a l'intention de la personne qui est en train de commettre la chose, la souffrance aiguë, il y a l'intention, la souffrance aiguë, il y a la finalité, c'est-à-dire le fait qu'il va vouloir soutirer les informations, le fait qu'il va vouloir prendre des aveux de la personne qu'il est en train de torturer. Il y a aussi, ça peut être des actes par omission. Il y a aussi l'implication d'un fonctionnaire d'État ou bien de quelqu'un qui agit pour le compte de l'autorité publique. Donc, ces éléments-là, si ça réunit, nous sommes en train de parler de la torture. Maintenant, au Togo, le Togo, bien avant 2015, le code pénal togolais n'avait pas intégré cette disposition dans le code pénal togolais. Donc, il y avait eu beaucoup de plaidoyers de la société civile et d'autres acteurs. Et le Togo a conformé son code à la convention contre la torture que lui-même il a adhéré. Donc cette définition de la torture et les implications qui sont dedans, c'est-à-dire la peine qui est prévue avec son imprescriptibilité, donc c'est versé dans le code au niveau de l'article 198 à 199. Donc désormais la torture est devenue une chose, un crime qui est élevé au rang de crime. Donc, cette pratique est maintenant poursuivie et réprimée au Togo. Et imprescriptible. Imprescriptible, ça c'est très important. Donc, ça nous permet, nous, les acteurs de la société civile, de pouvoir maintenant se saisir des dossiers, des cas de torture et de pouvoir les signaler
aux mécanismes internationaux des droits de l'homme et devant les tribunaux, de pouvoir porter les affaires devant les tribunaux. Vous savez que le Togo a une longue histoire d'impunité. Donc, actuellement, le code est conforme à la convention, mais il y a un problème qui se pose. Il y a le problème de la conformité du code de la procédure pénale au code pénal. Parce qu'il y a des nouvelles infractions qui sont rentrées en jeu. Donc, du coup, les juges se retrouvent devant les faits de torture, mais n'ont pas de code de procédure pénale pour pouvoir appliquer ces peines-là. C'est-à-dire, on a un nouveau code pénal qui date de 2015, mais on n'a pas un nouveau code de procédure pénale pour que les juges puissent s'appuyer dessus. Exactement, exactement. Donc, ça pose énormément de problèmes. Donc, nous sommes en train de... Nous continuons toujours par faire les plaidoyers pour que cette code de procédure pénale soit adoptée. Alors, la CNDH qui, depuis 2018 par la loi numéro 2018-00 du 20 juin 2018, qui a permis à la CNDH d'enrimer en son sein le MNP, a un mandat pour pouvoir maintenant visiter tous les lieux de détention. Vous savez que la pratique de la torture se fait souvent dans les endroits clos, notamment dans les endroits privatifs de liberté. Les prisons, les couvents, les lieux de garde à vue, les commissariats, les gendarmeries, etc., etc. Donc, ça permet à la CNDH de faire des visites inopinées. Et ça permet aussi aux organisations de la société civile de faire aussi des visites de monitoring pour pouvoir prévenir la pratique de la torture. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire sur la situation de la torture actuelle. Alors, est-ce que vous pensez quand même que la survenance du Covid-19 a eu un impact, j'allais dire, est-ce que ça a exacerbé la situation de torture quand on prend le coronavirus? Il y a eu les mesures, on parle de l'urgence sanitaire, il y a eu la mesure de couvre-feu. Globalement, quand vous avez fait le point de la situation, vous pensez que le Togo est retombé encore plus bas? Oui, je vais dire que le problème de la torture, nous l'évoquons depuis. Effectivement, cette crise du coronavirus a révélé la réelle face de la situation telle qu'elle est avant. Ça nous a permis de voir la fragilité de notre système judiciaire. Ça nous a permis de voir ouvertement le problème qui existait avant, notamment dans les milieux de détention. Donc, si tu vois, lorsque, déjà à partir du 6 mars, le Togo a enregistré son premier cas de coronavirus, tout le monde a commencé, y compris vous. J'avais lu votre article sur le fait que vous avez sonné l'arrêt sur les prisons, les lieux de détention, qu'il faut qu'on prenne des mesures d'urgence pour pouvoir prévenir l'entrée de cette maladie dans ces endroits-là. Nous savions que nos prisons sont souvent surpeuplées, et il y a beaucoup de maladies qui circulent. Donc ces milieux-là sont fragiles et que le coronavirus a permis tout simplement de constater que les mauvais traitements qui font partie des caractéristiques de la torture, ça a révélé à la face du monde la fragilité du système pénitentiaire togolais. Donc le coronavirus, c'est un effet déclencheur. Ça a permis de pouvoir prendre les taureaux par les cornes. Je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais ça nous a juste mis en face de la situation. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, justement, qu'est-ce que le coronavirus a révélé sur la situation? On savait par exemple que dans nos lieux de privation de liberté, notamment les prisons, la surpopulation carcérale, c'est la chose la mieux partagée dans les prisons. On a même des prisons qui vont jusqu'à 300% de leur capacité. Je pense, si j'ai bonne mémoire, la prison de Tchévier était construite pour une 50aine de personnes. Elle en accueille jusqu'à 600 entre-temps, donc c'est au-delà de sa capacité. Qu'est-ce qui a été révélé par le Covid-19 finalement? Oui, exactement, tel que vous y avez fait la situation. Nous avons 13 prisons au Togo, 13 prisons civiles au Togo avec une brigade pour mineurs. Parmi les 13 prisons, la prison civile de Tchévier, comme vous l'aviez dit, est la plus surpeuplée. Actuellement, nous tournons autour de 500 et quelques %. Mais
actuellement, à l'heure où je vous parle, la prison civile de Tiévi a été vidée de ses pensionnaires. Oui, et c'est devenu un centre de prise en charge des détenus atteints atteints de au Covid-19. Donc, d'abord, si nous prenons sur le plan hygiène, nos prisons n'ont pas de structure adéquate telle que prévue par les instruments internationaux qui régulent les prisons. Ils n'ont pas de dispensaires, ils n'ont pas d'hôpitaux pour pouvoir prendre en charge d'une manière efficace les détenus. D'abord, ils sont fragiles. Si nous prenons sur le plan de la surpopulation carcérale, nous constatons que toutes les prisons du Togo sont pratiquement surpeuplées. Oui. Et donc, si nous faisons le lien sur les 13 prisons, au moins 10 sont à plus de 100% de surpopulation carcérale. Donc, le pic y est déjà. Et sur le plan alimentaire aussi, il n'y a pas de nourriture, cette alimentation de qualité. Les détenus bénéficient au moins de 2 repas par jour, donc avec une bouillie enrichie le matin et un déjeuner le midi. Donc, la qualité n'y est pas. Et il n'y a pas de structure d'accueil pour pouvoir et traiter les cas de maladies dont les pathologies sont graves. Oui. Donc, comme le milieu étant déjà propice, le premier cas de coronavirus a été signalé dans un lieu de garde à vue dont on n'a pas pu prendre les mesures pour pouvoir dépister les gens systématiquement. Et quand cette personne est rentrée dans la prison civile de Lomé, c'est une vague de détenus qui avaient pris cette maladie, et ça a été créé déjà à partir de 12 mai. Il y a eu des émeutes à la prison civile de Lomé parce que les détenus sont en train de crier, hein, ils sont en train de sonner l'arrêt parce que ils ne savent pas à quel sens se vouer. Donc cette maladie a fait beaucoup de dégâts. Actuellement, le cas de contamination tourne autour de 152 environ détenus qui sont contaminés. Donc nos prisons africaines et togolais sont déjà délabrées. Donc, il n'y a pas de conditions nécessaires pour pouvoir faire face à cette maladie. En même temps, pendant cette période, on a appris, même si les autorités n'ont pas véritablement communiqué là-dessus, que en tout cas la justice a accéléré les procédures pour que beaucoup de détenus, des gens par exemple qui étaient déjà en fin de peine, à qui il restait moins de 6 mois, d'autres qui étaient là depuis plusieurs moments sans être jugés, des gens qui ont commis de petits larcins, puissent être rapidement élargis. Vous confirmez ? Oui, je confirme, mais c'était seulement une seule fois. C'est-à-dire que quand le virus est rentré à la prison, le chef de l'État, lorsqu'il a prononcé son discours le 1er avril, il a annoncé un certain nombre de mesures, d'où la libération par grâce à certains détenus. Nous avions fait les plaidoyers à l'endroit du directeur des grâces et peines, et nous lui avions porté certains cas spécifiques, notamment sur le cas des personnes âgées, sur le cas des femmes qui souffrent des maladies très chroniques et qui ont des certificats médicaux, et sur le cas de certains détenus politiques, c'est-à-dire que les détenus qui sont arrêtés en lien avec les manifestations publiques. Donc, nous avions constaté que le 3 avril, il y avait eu la libération de 1048 détenus. Parmi ces 1048 détenus, ces catégories de détenus qu'on avait et sélectionnés ne figurent pas. Ce sont des détenus qui ont commis des crimes, des délits mineurs, le vol, etc., etc. Donc, ils étaient sortis, mais la situation n'a pas été réglée. Depuis le 3 avril jusqu'à maintenant, il n'y a plus eu de libération venant des autorités par des mesures de grâce. Ce ne sont que des détenus qui ont fini leur peine. Même, ils n'étaient même pas sortis directement parce que comme le milieu est déjà identifié comme contaminé, il faut qu'ils observent la période des quarantaines. Donc, ils ont été placés en quarantaine. D'autres même n'ont pas eu la chance de pouvoir être placés en quarantaine parce que les hôtels qui étaient réservés sont déjà saturés. Donc, ils ont fait des temps ou bien des jours de surplis à la prison au point où certains parents nous ont alertés et ensemble avec les responsables de la prison, ils ont trouvé des mécanismes où actuellement, après l'hôtel Edaoba, il y a l'hôtel Le Graal et l'hôtel Mirambeau, qui sont réquisitionnés pour pouvoir abriter ces détenus qui ont fini leur peine. Donc, c'est un peu ça.
Donc il n'y a pas eu une libération systématique où les juges ont pris des mesures alternatives pour pouvoir libérer les détenus qui sont en fin de peine ou bien à la moitié de leur peine. D'accord. Alors au-delà de ça, là on parle des milieux carcéraux. Quand on sort maintenant des prisons, des lieux de détention, de façon générale dans la société, est-ce que vous pouvez dire que tout va pour le mieux en matière de respect des droits de l'homme? C'est une question... je vais dire, le Togo a évolué entre-temps en matière de respect des droits de l'homme. Nous avions senti de la part de nos autorités cet effort-là de pouvoir respecter un certain nombre de choses. Mais le problème spécifique du Togo, c'est l'impunité. Okay. L'impunité, les crimes se nourrissent de l'impunité. Ouais. Nous avions constaté que depuis déjà le vote de la loi que nous appelons communément la loi Bodiona, les espaces de liberté ont été un peu élargis. Nous avions constaté déjà à partir de 2011-2012 que il y a eu beaucoup de manifestations. Je voulais parler du CST parce que nous sommes dans un régime d'information et de déclaration où il n'y a pas de conditions en tant que telles avant de pouvoir manifester. Donc ça a permis beaucoup d'exercice de cette liberté de manifestation. Et aussi, nous avions connu une hausse de la liberté d'expression, surtout au niveau des médias, où les gens disent ce qu'ils pensent sur les radios. Maintenant, après cette période, après 2015, et récemment en 2018, bien avant 2018, en 2017, avec l'avènement du Parti national panafricain, où ils ont eu à créer la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, la situation a été très détériorée. Nous avions constaté que le gouvernement est allé jusqu'au nom de saper les libertés, couper l'Internet, où il a été récemment condamné par un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Et cette action, nous saluons nos collègues qui ont pu faire ce dépôt de plainte. Vous allez parler de l'amnistie et autres. Donc, partant de là, la crise de 2017 a reposé le problème des droits de l'homme. Et ça fait qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, les prisons ont bondé. Si tu fais l'évolution entre les détenus qui sont déposés dans la prison civile de Lomé de 2011 jusqu'à 2019, le pic se trouve au niveau de 2017 et de 2018. C'est aller à Lomé et à la prison civile de Lomé, l'effectif tournait autour de 5000 et quelques contre 666 places. Vous voyez, cette surpopulation allait jusqu'à 600 et quelques %. Ça voudrait dire tout simplement qu'il y a eu beaucoup d'arrestations arbitraires où les libertés individuelles n'ont pas été protégées par le juge. Donc, comme le gouvernement, j'allais dire, l'autorité se sentant menacée par cette loi qui permet de pouvoir manifester, la loi Bodiona, je suis en train de le dire, nous n'avions pas oublié récemment qu'il y a eu beaucoup de modifications sur beaucoup de textes. Même la Constitution a été modifiée. Cette loi a connu une modification où il y a eu beaucoup de restrictions qui sont apportées à cette loi. Notamment, il y a l'interdiction de manifester à partir de certaines heures, la limitation des heures de manifestation, les itinéraires qui sont bloqués, certains lieux publics qui n'ont plus, dont la scène n'est plus autorisée. Je voudrais parler des ambassades, des institutions de la République, la place de l'indépendance, par exemple. Actuellement, si nous prenons la crise de Mali, ils sont en train de manifester à la place de l'indépendance. L'Égypte, la même chose, la place Tahrir. Mais au Togo, ce n'est pas possible. Toutes ces pratiques font que les espaces de liberté sont plus restreints. Et cela a occasionné la sortie même des rapporteurs spéciaux de l'ONU sur les libertés fondamentaux, où ils ont attiré l'attention de l'autorité togolaise de pouvoir revoir cette modification qui est aux antipodes des standards internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques où les libertés individuelles sont énumérées là-bas. Donc, la Constitution aussi a été largement modifiée. Cela a fait que si nous prenons l'armada juridique du Togo actuellement, nous ne pourrons pas dire ouvertement que ça permet de pouvoir jouir pleinement de cet exercice ou bien des droits de l'homme. La preuve, les détenus qui voulaient manifester
le 12 mai, récemment à la prison civile de Lomé, ont été tout simplement gazés. Il y a eu beaucoup de gaz lacrymogènes au point où certains murs de la prison civile de Lomé ont été tombés. Ouais. Vous savez que la prison civile de Lomé, c'est un endroit clos. Pourquoi aller jusque-là, lancer encore des gaz lacrymogènes alors que les gens sont déjà confinés? Donc vous convenez que... Et ce sont des agents spéciaux de la police qui sont venus. Je voulais parler des forces de la JPM et de l'USIG. Les forces des surveillants de l'administration pénitentiaire n'ont pu agir. Ouais. Donc, la situation actuellement n'est pas propice pour pouvoir jouir des libertés fondamentales ou bien pour pouvoir jouir pleinement des droits de l'homme. Et il y a aussi, ces derniers moments, beaucoup de cas de tuerie. L'affaire Madjoulba est là, où la France a été saisie récemment pour pouvoir commettre l'enquête. Il y a eu beaucoup de décès au niveau du CACIT. Nous avions enregistré 2 décès, dont 20 cas d'allégations d'atteinte au droit à l'intégrité physique des citoyens au nom de l'état d'urgence qui est décrété. Mais est-ce que face à tout cela, vous arrivez à maintenir une passerelle de discussion avec les autorités sur ces questions? Est-ce que ces autorités sont favorables aux recommandations que vous formulez, par exemple? Oui, je vais dire que déjà, bien avant le 1er avril 2020, où le chef d'État a prononcé son discours à la nation en lien avec le Covid-19, quand la crise a été annoncée le 6 mars, le CACIT est l'une des organisations qui avait fait une sortie. Nous avions fait sortir un communiqué où nous avions appelé ouvertement le chef de l'État à se saisir du dossier, à pouvoir communiquer à la population et à pouvoir ordonner la libération de certains détenus pour ne pas tomber dans le cycle de la contamination. Effectivement, ça n'a pas duré. Nous avions constaté que l'appel a été écouté. Bien avant ça, et quand, lors du couvre-feu qui a été instauré par les mesures qui ont été prises lors de l'état d'urgence, où il y avait eu déjà à partir de 13 avril, où il y avait eu un jeune qui est tombé au niveau de Avedi Sun City, où on est en train de dire que son testicule serait écrasé, où le ministre de la Sécurité avait dit sur les antennes que ce serait dû à une crise d'épilepsie. Nous avions fait sortir des communiqués, nous avions écrit des documents, des lettres ouvertes au chef de l'État pour attirer son attention sur ces genres de choses. Il est vrai que nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire, mais cela ne doit pas saper les droits de l'homme, notamment le droit à la vie. Et après ça, nous avions vu qu'il y a des gens qui ont été roués sérieusement de coups. Il y a l'exemple de la dame de Devi Kemé, qui est très légion. Et après ça, il y a aussi le décès de Koutouati, Dodi, au niveau d'Adapamé, qui est pendante actuellement aussi. Donc tous ces cas nous ont amenés à faire sortir des communiqués, à faire des documents de plaidoyer, à visiter par exemple le ministère de la Justice, la garde des Sceaux, à visiter le ministre des Droits de l'Homme, à visiter la CNDH, à aller au niveau du Parlement. Nous avions adressé récemment un courrier à la présidente de l'Assemblée nationale pour se saisir d'un certain nombre de cas d'impunité récurrents. Il y a aussi cette initiative qui vient de voir le jour. Je sais que le CACIT en fait partie. C'est 7 organisations de la société civile qui se sont unies. C'est dit être contre l'impunité. Pourquoi une telle initiative d'abord? Oui, c'était hier, au niveau de la Maison de la Santé. Le CACIT en collaboration avec le mouvement Togo Debout, la LTDH, l'Amnesty International, et le mouvement Martin Luther King et d'autres organisations. Et ce mouvement, tout simplement parce que nous voulons rappeler à l'État et ses engagements en matière des droits de l'homme. Nous avions constaté qu'il y a beaucoup de cas d'impunité dans le pays qui ne trouvent pas de solution jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été ouvertes dont on n'a jamais fermé. On n'a jamais eu les conclusions de ces enquêtes. Face à la toute-puissance de l'autorité, face à la recrudescence de ces cas de violation des droits de l'homme, le CACIT, seul pris isolément,
ne pourra pas faire face à ces gens de violation des droits de l'homme. Le Togo debout, pris seul, isolément, ne pourra pas faire face à ces gens de violation des droits de l'homme, etc., pour les autres organisations. Donc nous nous sommes convenus de nous réunir ensemble, non pas pour faire une coalition, genre nous allons abandonner nos domaines d'action ou bien d'activité, mais s'accorder sur les cas d'impunité, les cas de torture, pour pouvoir faire un front commun et de pouvoir porter notre voix à l'endroit de l'autorité, faire des plaidoyers fortes pour que ça puisse sonner sur le plan international, afin que l'autorité puisse se saisir d'un certain nombre de dossiers, afin que la pratique, par exemple, des tueries, des assassinats tous azimuts et des cas de torture puisse cesser. Et vous avez un écho On vient de lancer le mouvement. Je crois que dans les prochains jours, vous allez voir certaines des actions que nous allons initier, d'abord à l'endroit des victimes qui sont tombées dans ces moments de couvre-feu et d'autres qu'a connu le Togo. Nous allons essayer de faire des visites chez chaque victime, essayer de faire la situation, le point, et après nous allons définir des stratégies de plaidoyer. Marcus Dakhla, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et merci de nous donner cette opportunité. Vous êtes le chargé de monitoring et du suivi des mécanismes au niveau du collectif des associations contre l'impunité au Togo. On va observer un moment de pause. Nous regardons ensemble le journal et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.